Du coup, Pierre, on en a parlé un petit peu en off, mais tu as beaucoup créé d'univers ou adapté des jeux de rôle par rapport à l'univers. Est-ce que j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, parce que c'est un gros sujet en tout cas chez nous. Et on reviendra après, mais si tu as des conseils sur où démarrer, tu vois, parce que j'imagine que on le sait, quand on commence à créer un jeu de rôle à partir de rien ou d'un univers, on ne sait pas forcément par quoi commencer, quoi, concrètement. Donc, qu'est-ce que tu as créé déjà un petit peu comme jeu de rôle, à partir de quoi Ouais, moi je dirais en préambule, c'est se lancer sur la création d'univers, faut quand même avoir de l'appétence en termes de création et d'imagination. Pour les gens qui ont envie de jouer à des jeux et mettre de jeux, mais qui n'ont jamais fait beaucoup de création artistique avant, je conseille plutôt de commencer par quelque chose où l'univers existe déjà. Okay. Mais pour les gens qui sont un petit peu gourmands comme moi, sur la création, c'est un truc génial à faire. Donc comme je l'avais dit à l'épisode précédent, c'est notamment issu du fait que j'avais commencé un livre d'Heroic Fantasy quand j'étais au collège, donc il y a cette appétence-là de création. Quand j'ai fait mes premières parties de jeux de rôle, d'abord en joueur, je me suis vite lancé en maître de jeu. Donc j'ai commencé avec le plateau que j'utilise là ces derniers temps pour faire toujours l'initiation dont je parlais des 7 singes, le roi Norgal, qui a été mon premier, donc déjà tout créé. Et après, quand je me suis lancé sur la vraie création d'univers, j'ai exploité le D6 System. C'est un système de règles qui, à l'origine, avait été créé pour Star Wars, mais qui a été ouvert ensuite. C'est un système complètement ouvert, il n'y a pas d'univers. Ça peut s'utiliser sur de l'heroic fantasy, sur de la science-fiction, sur de l'horreur, sur tout le type de jeu. Et en fait, il y a plein de règles qu'on peut ajouter ou retirer. Typiquement, il y a des règles de bataille navale, on peut arriver à aller chercher des choses comme ça, ou de la poursuite en moto-voiture, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un toolkit intéressant qui m'a permis moi de me lancer sur ma première campagne que j'ai voulu créer, et je voulais faire dès le départ mon univers. Ça s'appelait The Warp, donc s'il y en a qui écoutent, qui ont joué, ils se reconnaîtront des sacrées sessions à l'époque. Le concept, c'était un peu l'animus de Assassin's Creed, sauf que l'entreprise permet de télécharger le joueur, donc un peu à la manière de Sword Art Online dans le jeu. Donc chaque session était un jeu vidéo différent. Par contre, le personnage incarné par les joueurs est le même. Donc on avait Kratos dans Pokémon, par exemple, pour la première session. On évolue comme ça de jeu en jeu, et j'avais fait une petite histoire, un peu comme Assassin's Creed, pas avec des Templiers des Assassins, mais avec... les choses que vous pensez être vraies sont pas spécialement vraies. Les grands méchants des jeux donnaient un petit peu des infos en disant non mais c'est pas vraiment nous les méchants. Voilà, un peu développé comme ça, et ça a été ma première base. Je suis un grand amateur de jeux de rôle japonais à la base, donc j'aime bien aussi, issu de Final Fantasy, Kingdom Hearts, les aspects mini-jeux aussi. Et j'avais beaucoup ajouté de petits mini-jeux à l'intérieur des sessions pour faire un truc un peu différent. J'aime bien faire ça aussi, le côté d'ajouter un jeu dans le jeu, parce que du coup ça ramène les joueurs aussi au côté table. Donc ça peut être typiquement issu d'une petite course de petits chevaux, des choses comme ça. Ça peut être des pierres feuilles ciseaux, on peut faire plein de choses, du poker, sur une table de poker si les joueurs y jouent, etc. Ça a été un des premiers que j'avais fait. Ça m'a permis de vraiment comprendre pas mal de choses sur comment on maîtrise un univers. L'avantage de jouer dans plein de jeux, c'est que c'est des univers que je connais, et puis après je récupérais ce que je voulais en termes de narration, pour après venir petit à petit à d'autres choses. Donc j'ai pu faire Avatar ces derniers temps. Je suis en train de préparer une très grosse campagne sur Zelda en ce moment. Et puis j'en ai fait d'autres où j'ai créé mes propres univers petit à petit, et notamment celui où j'ai créé les règles et l'univers s'appelle Tetradeka, et lui se passe dans la mythologie grecque. Ok. Voilà. Ah oui, donc beaucoup de choses à créer. Ouais, c'est ça. Carrément. T'as créé ça sur combien de temps? The Warp, c'était une campagne qui a duré peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'était mon premier, donc ça je le faisais entre les sessions en fait. Okay. J'écris, session. Ok, donc t'as développé ton univers en même temps que t'as joué. Exactement. Ce qui est très bien pour commencer, parce que en fait, tu crées ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Tu pars, j'imagine, qu'une base au départ, quoi, donc t'as forcément plus de boulot au départ. Mais après, tu fais une session, tu vois ce qui marche, t'ajustes et tu continues, quoi. Exactement. Ça permet vraiment de réajuster à chaque fois que tu vois quelque chose qui va pas ou qui te plaît pas aussi, par rapport aux réactions des joueurs. Tout à fait. Typiquement, c'est ça qui m'a beaucoup appris à synthétiser les combats et à les rendre plus palpitants. Parce que c'est comme ça que j'ai appris au début que un combat pouvait durer 2h30 quand on le maîtrise pas tout à fait. Et
Ça peut être une tannée pour certains joueurs. Pour les joueurs et les maîtres de jeu, parce que ça fatigue, comme on le disait dans l'épisode précédent, c'est 5 heures de jeu, au bout d'un moment, faut suivre quoi. Ouais, c'est ça. Complètement. Donc ça a été des choses que j'ai appris par ce biais-là, effectivement, et je pense que c'est un bon conseil pour les maîtres de jeu qui veulent faire de la création d'univers, de commencer d'abord par faire session-écriture. Ça permet de pouvoir directement ajouter ou retirer des choses. Et tu dirais quoi comme conseil pour les gens qui lancent dans leur création d'univers? Par quoi tu conseillerais de commencer maintenant avec tout ce que tu as créé? Souvent, les gens qui vont commencer de la création artistique en écriture, et si on parle de jeu de rôle plus précisément, on va d'abord faire l'écriture en général. On a peur de réécrire quelque chose qui existe déjà, ou alors qu'on se dise « Ah mais là, tu me réécris Harry Potter, ton inspiration est trop évidente ». Personne n'écrit rien sans inspiration. Faut vraiment se dire que ceux qui prétendent inventer un truc ad nihilo, ça n'existe pas. Ils sont influencés par les références qu'ils ont. Et je pense que c'est très positif de se nourrir de ça et de se dire soi-même « Oui, ça a été mes inspirations. C'est là où je suis allé chercher des sources ». Et en fait, pour moi, je trouve que l'approche la plus intéressante, ça reste tellement digérer, de réécrire et de réenvoyer des inspirations croisées qu'à la fin, on ne reconnaît plus le matériau de base. C'est là où on a un intérêt, quelque chose d'intéressant, parce qu'on tombe sur un matériau nouveau, mais qui vient de plein de choses croisées. Donc, il vaut mieux commencer par aller sur des univers connus. Moi, j'en ai fait beaucoup et je continue d'en faire. Je parle de Avatar, je parle de Zelda, je parle des jeux vidéo. C'est des univers qui existent. Et l'avantage en jeu de rôle, c'est qu'on n'a pas à se soucier de droits d'auteur, de licensing, etc. Donc, on joue avec ce qu'on veut. Et souvent, exploiter des univers existants, ça donne une bible qui existe déjà sur l'univers, sur laquelle on peut venir piocher des choses. Ça permet d'approfondir aussi sa connaissance dans un univers qui nous passionnait déjà de base. Ça te fait gagner beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a des phases quand tu crées ton univers qui sont très longues. Oui. Ouais. Et moi je trouve que tu as déjà une base d'inspiration qui est déjà énorme en fait. Ouais. Ce qui fait que ça te facilite la création de tes scénarios, la création et de ce que tu veux faire vivre à tes joueurs en fait. Et là-dessus, moi qui ai beaucoup exploré cet aspect-là, il n'y a pas de limite en termes d'univers qu'on peut exploiter. Donc il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles on n'imagine pas forcément au départ. Si on se dit je vais faire un jeu de rôle sur le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu convenu, c'est quelque chose qu'on attend. Ouais. Mais si on se dit je vais faire un jeu de rôle sur les Razmoket, là c'est quelque chose d'un peu différent. Donc, comment on approche le sujet ? Comment on va faire pour jouer? Ça va être quoi les enjeux? Ça va être qui les ennemis? Et ça peut être très sympa d'explorer ce sujet-là. C'est hyper intéressant comme exercice. Moi, j'avais fait Pokémon dans l'espace. Le pitch, il peut paraître chelou au début, mais en fait, ce que j'avais fait, c'était exactement ça. C'est que j'avais pris j'aime bien cette idée de croiser des cercles de jeux ou d'univers que t'aimes bien. Et tu peux le faire juste avec deux, quoi. J'avais pris Pokémon, du coup, et je l'avais croisé avec Ratchet & Clank, les jeux sur PS2. J'ai repris un petit peu ces deux idées-là, et c'est comme ça qu'après j'ai pu démarrer en fait. Parce que t'as les vaisseaux, t'as les planètes ça marche pas bien avec les Pokémon, parce que t'as des environnements différents à chaque fois. Tu peux faire plein de choses de cette façon. Tu nous as parlé d'un système de règles que tu avais utilisé, donc c'était des systèmes, c'est ça? Tout à fait. Nous, c'est un truc qu'on encourage beaucoup, c'est de se dire quand vous créez un univers, avant de vous plonger dans le système de règles, c'est de se dire ok, prenez-en un existant pour vous faciliter la chose. Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que tu as comme réponse là-dessus sur le système? Est-ce que tu conseilles des systèmes? Est-ce que tu as essayé d'en créer? Donc ouais, j'ai beaucoup utilisé le D6 système. C'est un peu mon référentiel de base quand je veux faire du JDR. Ça consiste en quoi en gros? On est sur des systèmes de règles assez classiques de jeu de rôle. C'est juste que c'est un couteau suisse en plus sur la pochette, c'est un couteau suisse. Donc on peut venir ajouter ou retirer certaines règles en fonction de ce qu'on a besoin dans notre jeu. Et ça se joue uniquement au D6, ce qui permet une facilité de lecture pour aussi des joueurs qui ne connaissent pas forcément le jeu de rôle. Et aussi l'avantage de jouer au D6, c'est que comme on va lancer plusieurs D6 à la fois, la répartition des résultats elle est en courbe de Gauss. Donc en fait les résultats qui ont le plus de probabilité d'être lancés, c'est ceux qui sont plutôt médians, parce que si on lance 2d6, on a plus de chances d'avoir 3 et 3 ou 4 et 2, etc. Donc le résultat global de 6 sur 2d6 a plus de chances d'apparaître.
Donc c'est des choses qu'on apprend, ou c'est 7, il me semble, c'est 7. Ouais. Donc c'est plus on lance de dés, plus on va pouvoir restreindre l'aléatoire, ce qui permet d'équilibrer aussi le jeu. Donc ça a plusieurs avantages. T'as dit sur la boîte, c'est un couteau suisse. Ouais. C'est-à-dire que c'est un produit que t'achètes. C'est un livre, ouais. Ok, livre c'est de un règles. bouquin là-dessus, ok. Tout à fait. Ça, c'était juste un petit aparté sur ce système-là. L'intérêt que ça porte, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser la question de comment va fonctionner la mécanique. La mécanique, là, on va être beaucoup plus proche du jeu vidéo ou du jeu de société. Donc, il faut réfléchir à un gameplay. Donc, le gameplay, c'est comment on va créer quelque chose qui est captivant pour les joueurs et qui les permet de rester investis pendant la partie. Et ça a créé beaucoup de travail, c'est un travail à temps plein. Hein. Donc je recommande fortement de se lancer d'abord avec des mécaniques existantes. Il y a le D6 qui permet de faire plein de choses différentes et après il y en aura des un peu plus spécialisés en fonction de l'univers qu'on veut choisir. Et typiquement si on prend l'exemple classique de Donjons et Dragons, il y a plein de gens qui réinventent les règles de Donjons et Dragons. Qui utilisent le système de base mais qui vont rajouter une chose et d'autre. Mais moi c'est ce que j'ai fait petit à petit avec le D6 système. Okay. Typiquement sur Avatar en rajoutant, changeant la classe de magie par la classe de maîtrise d'un élément qui va ajouter des petits bonus en fonction sur d'autres stats. Ouais, donc en fait tu as pris le système de base pour faire ta première aventure, le système D6, et après petit à petit tu l'as modifié pour qu'il fit plus à ton univers en fait. Et c'est comme ça que tu conseillerais d'ailleurs de fonctionner. Ouais. Parce que ça te permet de faire des parties beaucoup plus rapidement et de ne pas avoir à te trop poser la question sur un système qui est déjà équilibré. Là, ton système il est équilibré, tu sais que tu n'auras pas trop de problèmes au début. C'est simple en plus à prendre en main pour les joueurs. Et du coup, toi, tu peux vraiment te concentrer sur la grosse création qui est la création de ton univers et de tes aventures. Exactement. Et ça a été un peu le cheminement que j'ai fait d'ailleurs. Hein, ce que tu dis, ça correspond très bien à mon approche. Au départ, comme on l'avait dit, c'était écriture session. Après, j'ai voulu un peu plus écrire en amont pour faire les sessions. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, si je prenais le problème à l'envers, est-ce que je commencerais pas par créer les mécaniques de jeu, créer un jeu et après faire l'univers autour. C'est ce que j'avais fait avec Tetradeka, l'univers sur la mythologie grecque. Et là, donc, en ce moment sur Zelda, ce que je fais, c'est que je crée tout l'univers d'un coup, toutes les sessions, pour qu'après, j'ai plus à écrire quasiment et faire mes sessions dès qu'il y a la dispo. Okay. Mais ça, je le conseille pas de le faire au départ. C'est une fois qu'on a une certaine maîtrise et qu'on sait plutôt bien à quoi s'attendre sur les sessions qui permettent de tout préparer. C'est marrant parce qu'on en discutait avec Florian qui est passé sur le podcast, c'est qu'en fait, lui, il disait justement qu'il faut préparer le moins de choses possible. Parce qu'en fait, ça t'évite que si les joueurs vont dans une direction B alors que tu as prévu A, t'as pas tout à écrire. Et j'aime bien ton conseil de dire, ça, tu peux le faire, tu peux tout préparer quand tu as de l'expérience, parce que quand tu sais bien guider tes joueurs, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai rarement des joueurs qui vont dans des sens que j'ai pas prévus, parce que je sais leur mettre des petits points à l'intérieur, ils ont l'impression de faire quelque chose qui n'était pas prévu, alors qu'au final, en fait, c'était juste, on va dire, un autre couloir, où j'ai raccroché le deuxième bout de couloir, et en fait, je les ai fait revenir. Ça demande un peu plus de jongle, et il faut être un peu plus expérimenté, mais quand vous savez le faire, effectivement, tu peux préparer tes sessions à l'avance, parce que tu sais que même s'ils débordent, tu sais que tu pourras les faire revenir, quoi, en fait. Ouais, exactement. Après, qu'on soit bien d'accord, les deux sont valides. Oui, voilà. C'est aux affinités des gens. Je sais que moi, perso, j'aime pas forcément énormément préparer parce que j'ai eu plein de situations où ça m'embêtait de trop préparer. Je savais que ça allait pas forcément être joué, des choses comme ça. Mais je comprends complètement ce point de vue-là. Et même, en fait, s'il y en a certains qui pensent que pour eux, c'est mieux, carrément, allez-y. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. C'est juste que tu as des situations sur lesquelles qui se prêtent mieux à ta façon de jouer et ce que tu as envie de faire au final. Ce que tu as envie de faire, ouais, c'est ça. Complètement. Entièrement. Et après, si on parle effectivement de l'approche d'écrire ou pas avant, après, il y a des maîtres de jeu. Pour ceux qui ont la chance de parler un peu anglais, c'est intéressant. Il y a pas mal de chaînes YouTube de gens qui décortiquent un peu le style des maîtres de jeu américains, parce que c'est devenu un très gros sujet maintenant, des gens qui gagnent leur vie à être maîtres de jeu. Il y en a qui ne préparent rien, quoi. Ils préparent leur PNJ, ils savent quel est le point final, ils savent quels sont les boss et les ennemis. Mais derrière, il n'y a rien d'autre. Rien du tout. Et ils prennent des notes tout le long de la partie sur ce que font les joueurs, donc des choses dans son approche un peu similaire. Et c'est là où le jeu va se construire. Ça demande beaucoup d'impro, hein, donc il faut plutôt être à l'aise avec ça. Mais c'est une autre approche, tout à fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, en fait. En fait, il faut jouer avec ses cartes. Je pense que c'est très important de se dire dans quoi je suis bon, qu'est-ce qui me plaît aussi. Il n'y a pas de meilleure façon de faire qu'une autre. Il y en a, des fois, ils peuvent se dire ah ouais, c'est fou, ils font tout à l'impro. D'autres, ça va leur sembler évident. D'autres vont avoir envie de voir côté
plus cinématographiés, donc du coup vont peut-être aller prendre de l'inspiration dans les techniques d'écriture de livres, par exemple, en sachant qu'il y a quand même des choses à adapter pour le jeu de rôle. Enfin, il y a plein de possibilités là-dessus, et c'est un peu le message, c'est finalement, l'important c'est de faire la façon dont toi tu as envie, et avec l'expérience, petit à petit, tu vas comprendre ce sur quoi tu as envie ou pas. Par contre, c'est très intéressant de se forcer à tester différentes choses, de se forcer à faire une session plus impro, de se forcer à faire des sessions où tu laisses beaucoup plus de liberté aux joueurs et d'autres où tu vas peut-être un peu plus cadrer les éléments. Parce que cette expérience-là, elle te permet d'expérimenter, de voir un peu ce qui te plaît, ce qui plaît à tes joueurs, et après de pouvoir un peu jongler entre tout, quoi. Puis ça permet aux joueurs de découvrir aussi d'autres types d'aventures, de scénarios. De les surprendre aussi. C'est clair. C'est quoi un peu les leçons que toi que t'as appris en essayant de créer ton propre système de règles? Parce que c'est vrai que ça peut vite être casse-gueule, quoi. Si t'as vraiment ce truc, t'as peut-être des anecdotes là-dessus où tu te dis ouais, je vais faire ça comme ça, et puis quand tu le testes, c'est bon, nul. Bah, c'est ça. C'est nul, il n'y a pas d'autres mots, c'est nul. On recommence. Oui. Déjà, les inspirations que j'ai prises sont issues de Pokémon, Final Fantasy, Bravely Default, Persona. Okay. Ça fait beaucoup déjà. Mais la grosse base c'est Pokémon, parce qu'en fait je me suis dit tiens, et si on faisait un jeu de rôle où il y avait une table des types et où les joueurs et le MJ choisissent leur action en même temps. Donc comme dans Pokémon, hein, quand on joue, l'IA et soi, ou alors le joueur et le joueur choisissent en même temps, et c'est le niveau de priorité ou le niveau de vitesse qui fait les actions. Ouais, et par exemple le feu bat la plante, voilà. La plante bat l'eau, etc. Mais d'ailleurs, t'avais conscience que quand même cette table des types dans Pokémon, elle est vraiment fat, quoi. T'avais conscience déjà de ça avant de le faire. Justement, tu jouais déjà pas mal à Pokémon, mais... Ouais, alors moi on s'est connus autour de Pokémon, notamment avec Griff, et j'ai énormément d'heures de jeu et de connaissances de Pokémon derrière, donc c'est ça qui me donnait envie. Ouais. Tiens, si je faisais un Pokémon à ma sauce, je recommande pas de faire une table de type. C'est un enfer sur Terre. C'est intéressant à faire, mais vraiment... C'est casse-gueule. C'est très casse-gueule. J'y ai passé des semaines. C'est vraiment dur à faire. C'est marrant parce que d'apparence ça a pas l'air, parce que tu dis t'as un type qui bat un autre. C'est ça, le papier simple, il bat le caillou. Ouais, c'est bon. C'est facile. C'est un peu ça, quoi. Et c'est quoi typiquement les difficultés qu'il y a derrière qu'on ne voit pas avant de s'y mettre? L'équilibrage. Okay. En fait, c'est l'équilibrage qui rend. T'as un type qui est trop fort par rapport aux autres, quoi. Et après, rendre le truc intéressant. Parce que typiquement, dans Pokémon, ce qui est intéressant, quand on regarde la première génération, on va dire, c'est pourquoi le type dragon est aussi intéressant. Peu de Pokémon, mais avec une puissance de feu qui est énorme. Ça va être des choses comme ça qu'il faut aussi recréer. Parce que si tous les types, j'ai 3 faiblesses, 3 résistances, c'est un peu plat, quoi. Et pour arriver à faire quelque chose qui a un peu de corps, ça demande beaucoup de temps de réflexion. Il faut être bon en maths aussi, parce qu'après il faut faire de l'équilibrage en fonction des points, et derrière c'est un tableau à 2 entrées, donc c'est des bons moments de cassage de tête. Je pense que je pense que l'équilibrage c'est vraiment un puits genre dans lequel tu tombes et tu te rends pas compte à quel point c'est profond. Parce qu'en fait même quand tu arrives au fond, tu peux toujours aller un peu plus loin. Et je pense que c'est souvent sous-estimé, c'est souvent ce qui... Moi je sais qu'il y a des projets qui ont été arrêté à cause de ça, parce que équilibrer le truc c'était impossible, c'était hyper long et c'est ce qui demandait le plus de temps, parce qu'en fait et dès que tu vas rajouter une petite mécanique, tout l'équilibrage parfois il peut tomber à l'eau, quoi, en fait. Et ça se voit sur notamment des jeux vidéo compétitifs, ce genre de choses. T'as des patchs toutes les semaines parce que dès que tu fais un petit changement, tout change, et du coup t'as des trucs que t'attendais pas à ce qu'ils soient pétés qui sont pétés, ou à l'inverse t'as des trucs qui deviennent obsolètes, et du coup t'as des parties de ton jeu qui sont obsolètes. En fait, genre de 14 ans d'équilibrage, toujours pas équilibré. Parce qu'ils ajoutent dans des persos. C'est ça, et les joueurs, par contre, ils sont persuadés d'être meilleurs que les gens qui équilibrent. Et en fait, si tu veux, c'est ce que j'ai envie de dire. Par exemple, pour une table des types, pour reprendre ton exemple, le problème, c'est pas tant qu'il y a un type qui est trop puissant, c'est qu'en fait, il y a des types qui sont juste pas jouables. C'est ça le plus grave, parce qu'en fait, c'est des gameplays que t'as prévus, que les joueurs peuvent pas utiliser, sinon ils n'ont pas d'impact. Et c'est ça qui est plus grave, j'allais dire, que vraiment avoir des trucs qui sont trop puissants, en fait. Parce que, autant, je suis d'accord, je dis toujours, dans le jeu de rôle, c'est pas grave, c'est des trucs qui sont pas équilibrés, tu vois, parce que ça crée de la narration et tout. Mais en fait, si t'as des joueurs qui peuvent juste pas assumer certains rôles parce qu'ils ont pas d'impact, là, c'est plus complexe, quoi. Et ça, c'est un vrai travail, quoi. Moi, dans la V1 de mon univers sur Diablo, j'avais une classe qui était accessible, qui était support, mais c'était support DPS. Un peu comme un bard qui va augmenter un peu des stats des équipiers pour essayer d'augmenter tout ça.
il ne servait à rien. En fait, ses compétences étaient tellement faibles pour essayer de buffer les gens, parce qu'en fait, sinon les gens étaient trop forts. Ouais. Bah du coup, en fait, il ne les utilisait plus au bout d'un moment. Il tapait, sauf qu'en fait, il tape, mais il est moins fort. Parce que moi, je l'avais prévu moins fort pour équilibrer le truc, parce qu'il donne des buffs, il doit être un peu moins fort. Elle ne servait à rien. J'avais des joueurs, du coup, j'avais un joueur qui l'avait pris, et qui vraiment était déçu. Et je me souviens, on avait changé pour sa classe entièrement, en fait. Et je l'ai fait passer uniquement DPS, parce qu'en fait, ce système-là n'allait pas du tout. Le support DPS ne va pas. Quand tu joues, nous on a commencé à développer un jeu là avec Questmaker Hunters Odyssey, et en fait on fait une première partie test, en fait on se rend compte qu'on a fait un jeu de plateau. C'est absurde. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait on s'est dit ouais on va être dans un monde, il n'y a plus d'humains et tout ça machin, mais il y a que des grosses créatures et tout, mais en fait il y a très peu de roleplay du coup, parce qu'en fait t'es dans un monde vide. Et dans un monde où il n'y a pas d'humains pour faire l'interaction. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, le monde est peuplé de créatures et tout, mais les créatures, elles sont juste là pour te bouffer, quoi. Tu vas pas parlementer forcément avec. Et donc, du coup, en fait, t'es là, putain, merde, j'ai un concept qui a l'air trop cool sur le papier, qui nous a trop botté quand on a parlé. On dit, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on a ajouté plein de trucs qui sont hyper intéressants. Mais en fait, le fond du sujet, c'est quand on le teste, on dit, bon, bah, c'est un peu chier quand même. C'est un jeu de plateau sur RP. C'est ça, c'est ça. Ce qui est un peu dommage. Mais... Oui. Bah, c'est là où on sort un peu de l'histoire de la mécanique et on revient sur l'histoire plus de l'univers. Et là, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de plus faire les interactions de RP entre humains avec des dialogues, mais par contre, c'est de faire de l'exploration à fond, de la description des environnements et beaucoup d'interactions contextuelles d'environnement, en fait. Et là, on retombe un petit peu plus sur du jeu de rôle et moins du jeu de plateau. Ouais, c'est sûr. C'est une expérience. Là, l'expérience est prioritaire par rapport au. Tout à fait. Au RP. Ce qu'on a dû faire, on a dû tout reconstruire la base, parce qu'on était en mode ok, faut jeter, parce qu'en fait, on veut faire un jeu de rôle, il faut qu'on mette plus d'interaction. Ouais, puis t'as besoin de conflits aussi à un moment donné, quoi. Les conflits, ça peut pas juste arriver, tuer la faune et puis c'est ça, quoi. C'est clair. Et pour en revenir sur les mécaniques, sur la notion du soutien qui sert à rien, moi j'ai eu le problème inverse. Ah ouais. Sur le jeu que je faisais à Tetra DK. Donc au-delà de la table des types, j'avais aussi fait beaucoup de différents niveaux, et notamment le système de bouclier protection. J'avais appris un peu d'inspi sans le vouloir, parce que j'avais pas encore joué à Slay the Spire, où on peut mettre des boucliers les uns sur les autres. Et donc en fait, il y avait une mécanique qui permettait à un joueur de jouer vraiment le soutien défense pour tout le groupe. Donc il peut mettre des boucliers sur tout le monde. Et en fait, il y en avait un qui boostait le soutien, qui ensuite mettait le bouclier sur tous les autres, et le DPS pouvait dérouler tout. Finalement, ils se faisaient jamais toucher, et ils avançaient dans le jeu complètement à l'abri de tout. Et là, je me suis dit, effectivement, il va peut-être falloir que je refasse un petit tour dans la mécanique. Le soutien est un peu trop fort. Ouais. Mais alors, bon, ça c'est pour les problèmes, mais au final, toi, t'en as retiré quoi de positif, justement, après tout ça, après cette expérience, de faire jouer ton jeu avec tes règles ou autre? Bah voilà, qu'est-ce que t'as ressenti? Comment ça s'est passé de manière générale sur tes parties? J'étais très content de voir que ce que je visais principalement, c'était de faire un jeu typé roguelike, avec un aspect try and die un peu quand même présent. Alors si on peut juste vulgariser. Pardon, oui. Roguelike, c'est évolution dans un donjon ou un environnement qui va permettre de récupérer des objets ou des compétences petit à petit pour avancer plus loin. Et try and die, c'est ou die and retry. En anglais, ça veut dire mourir et réessayer. Et c'est que le jeu va avoir une difficulté élevée qui va nous amener à mourir souvent, mais quand on va recommencer, on va avoir accumulé de l'expérience ou des objets qui vont permettre d'avoir un peu plus d'atouts pour relancer. Donc j'ai voulu recréer cette mécanique en jeu de rôle, là où d'habitude ça dure 5-6 heures une session. Là, je voulais faire des sessions en 1 heure ou 2 qui permettent de jouer un peu avec différentes personnes, et surtout d'une session à l'autre de ne pas avoir un scénario construit. C'est sur un univers qui lui a son propre scénario, des quêtes à déclencher, mais par contre qu'il peut être refait avec un groupe à chaque fois différent. Et ça a bien fonctionné. Ça a fonctionné sur les combats aussi, qui étaient très violents, où c'était toujours soit le boss en face, où les ennemis avaient l'avantage complet sur les joueurs, ils se faisaient exploser, ou à l'inverse, les joueurs avaient avancé avec leurs 50 boucliers, et ils arrivaient à évoluer rapidement. Et je voulais cette tension forte. J'avais pas envie d'un truc trop facile ou un peu plat, ce qui donnait des combats assez énervés. Et j'étais très content, surtout la première session où ils ont avancé dans le truc jusqu'à la chambre du boss sans s'en rendre compte. Ils sont rentrés et ils se sont trouvés face à un centaure qui leur envoyait une volée qui a tué le groupe en un coup. Et j'aurais dit et là, je leur ai expliqué, j'aurais décrit le truc.
Et ce que je voulais voir arriver est arrivé, c'est que tout de suite après, quand je les ai tués, ils se sont dit bon, alors on réfléchit, qu'est-ce qu'on met comme compétences, comment on construit en perso. Ils ont commencé à travailler ensemble pour faire une équipe. Ils s'approprient ton système de jeu, et ça c'est le plus beau Trop cadeau. cool, Quoi. ouais, j'avoue. C'est Ouais. vraiment ce côté où ils ont pris le truc en main et ils en font ce qu'ils veulent. Quoi. C'est ça. Trop bien.